Merci beaucoup. Vous avez posé deux questions. La première, je suis d'accord avec vous hein, par rapport à la diffusion de fausses nouvelles. Parce que le b.a.-ba du métier de journaliste, c'est un triptyque. Collecte, traitement, diffusion. Et la vérification se trouve dans le traitement. Quand vous collectez l'information, vous devez la traiter. Et dans le traitement, vous devez vérifier la véracité de l'information avant de la diffuser. Ça, c'est la deuxième étape. Et même les professionnels savent que dans le cadre de la vérification, il y a même une technique qu'on appelle la triangulation. Au moins, vérifier auprès de 3 sources différentes pour être sûr de la véracité de l'information. Donc, ce qui fait que si le journaliste respecte véritablement les règles déontologiques, respecte ce qui est édicté par la loi, ce qui est édicté par le code de la presse, ce qui est édicté par la déontologie journalistique, je ne dis pas qu'il ne va jamais diffuser une fausse nouvelle. Il peut arriver qu'il soit induit en erreur par peut-être ses sources, mais il le fera de très bonne foi lorsqu'il s'agira de diffuser des fausses informations. En tout cas, il va minimiser la diffusion de fausses nouvelles, mais étant entendu que le risque zéro n'existe nulle part. Voilà. Mais quand même, la majeure partie des journalistes qui respectent, en tout cas, ces règles-là, jamais tu ne les verras comparaître devant un tribunal pour diffusion de fausses nouvelles. Jamais. Parce qu'ils respectent tout simplement la réglementation en vigueur. L'autre chose, c'est sur la carte nationale de presse. Il faut dire que nous sommes régis par le code de la presse et nos attributions sont clairement définies par le code de la presse. La commission de la carte nationale de presse a deux rôles. Délivrer la carte nationale de presse à ceux qui sont sortis d'école de formation, valider l'expérience qui ne sont pas sortis, des personnes qui ne sont pas sorties d'école de formation et qui répondent aux critères. C'est ça nos rôles. Nous ne sommes pas les gendarmes de la presse. Ce n'est pas à nous d'aller voir la personne qui n'a pas sa carte nationale de presse pour l'empêcher d'exercer. Ça, ce n'est pas notre rôle. Il y a d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit que l'article 11 du Code de la presse dit que seuls les titulaires d'une carte nationale de presse peuvent se prévaloir de la qualité de journaliste et technicien des médias, à l'occasion de tout, lorsqu'il s'agira de chercher un acte administratif, et lorsqu'il s'agira également de couvrir des manifestations sur le terrain, nous ne sommes pas sur le terrain pour voir qui est habilité à collecter l'information et qui n'est pas habilité à le faire. Lorsqu'il s'agit de couvrir une manifestation de terrain, c'est les policiers et les gendarmes qui sont là-bas. Et le journaliste qui est là-bas doit montrer une carte nationale de presse pour prouver sa qualité de journaliste et technicien des médias. Et s'il ne le fait pas, il tombe sous le code de la loi parce qu'il peut être poursuivi pour usurpation de fonction. Donc, ce n'est pas à nous. Nous donnons la carte nationale de presse aux ayants droit. Nous validons l'expérience de ceux qui sont sortis d'école de formation. Et c'est là où se limite notre travail. Il y a d'autres organes maintenant qui sont habilités pour faire le travail d'encadrement, de vigie et de veiller à ce que seuls les journalistes puissent véritablement exercer la fonction de journaliste. Il faut quand même qu'on essaie de réformer la loi dans ce domaine-là. Soit élargir les attributions du CNRA, de manière, en ce moment-là, ça ne va plus s'appeler CNRA, parce que le A là, c'est audiovisuel, uniquement les radios et les télévisions, soit créer une autre entité. Et l'option des professionnels des médias, c'était de créer une autre entité. Il y a même un projet de loi, comme je l'ai expliqué, qui s'appelait ARCA, Haute Autorité de régulation de l'audiovisuel et de la communication, pour englober le tout, pour pouvoir réguler et les radios, les télévisions, la presse écrite et la presse en ligne. Ça, c'est pour répondre à la question du monsieur, parce que, comme vous le dites si bien, la presse écrite et la presse en ligne, il doit y avoir une autorité chargée de sa régulation. Il faut impérativement. Et aujourd'hui, comme l'a dit le monsieur en vert, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand vous prenez la presse écrite, c'est uniquement l'écrit et la photo. Quand vous prenez la télévision, c'est les images. Quand vous prenez la presse en ligne, c'est les trois. Vous avez de l'écrit, vous avez de la photo, mais vous avez également de l'audiovisuel. Vous avez du son et vous avez des images. Ce qui fait que ce sont des plateformes qui agrègent le tout. Il faut impérativement qu'il y ait véritablement un régulateur assez fort
pour pouvoir gérer tout cela, pour pouvoir veiller à ce que ces dérives-là qu'on est en train de voir ne puissent pas y avoir lieu. Malheureusement, on est confronté à énormément de dérives et il n'y a pas véritablement une autorité compétente pour prendre en charge cela. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut impérativement faire une réforme pour avoir une régulation assez forte. Et je pense que lors des assises des médias, on a fait des assises des médias et moi j'étais au niveau de la commission numéro 1 et cette commission-là était chargée de revisiter les textes, parler de la régulation, de l'autorégulation et de proposer un certain nombre de réformes. Nous avons proposé des réformes et je pense que les gens sont en train de finaliser les travaux-là et qui seront soumis aux autorités pour qu'on puisse arriver à cela. Effectivement, il y a des propositions dans ce sens-là et je pense que dans un avenir très proche, on va y aller. Par rapport à l'infraction sur les délits de presse, j'ai dit que, selon moi, ce sont des délits par voie de presse et non pas des délits de presse. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous prenez le code pénal, la plupart, vous avez le code pénal et le code de procédure pénale. Le code pénal prévoit une infraction, définit l'infraction et prévoit des sanctions. Le code de procédure pénale, explique les voies et moyens pour arriver à une condamnation. C'est le code de procédure pénale. Quelle est la voie qui sera utilisée pour arriver à une condamnation? C'est pourquoi la plupart, quand vous ratez la forme, les gens ne vont même pas aller dans le fond parce qu'il y aura une sorte de vice de forme. La garde à vue, c'est 48 heures. Vous dépassez la garde à vue de 48 heures, même si vous déférez un criminel, le criminel peut être relâché purement et simplement parce que vous n'avez pas respecté la forme. La forme, c'est le code de procédure pénale. Quand vous prenez le code pénal, pour chaque infraction, il y a ce qu'on appelle les éléments constitutifs de l'infraction. C'est-à-dire qu'on définit l'infraction avant d'arriver à une condamnation. Vous prenez le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Soustraction frauduleuse, chose autrui. Ce sont les éléments, c'est les 4 éléments constitutifs de l'infraction. Quand vous venez devant un juge, l'interrogatoire d'audience là, quand il pose un certain nombre de questions, aucune question n'est gratuite. Quand il pose des questions, c'est pour voir si ces 4 éléments-là sont établis. C'est pourquoi la plupart, quand les journalistes parlent par exemple de vol de bébé, moi je trouve chaque fois que c'est impropre. Parce que lorsque le procureur va poursuivre quelqu'un qui a enlevé un enfant pour vol de bébé, s'il vient le juge ne va pas le condamner pour vol. Parce qu'un enfant, ce n'est pas une chose, un enfant. Voilà. Alors que le vol est défini comme soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Donc, il faut que le procureur puisse poursuivre pour enlèvement de bébé pour qu'il y ait condamnation et non pas pour vol de bébé. C'est pourquoi je dis que ce sont des éléments qu'il faut implémenter. En droit pénal, c'est d'interprétation stricte. Quand vous prenez le code pénal, en ce qui concerne la diffamation, les lois sont impersonnelles, ne sont pas destinées à telle ou telle autre catégorie de personnes. On dit toutes les personnes qui vont dire des choses, parce que la diffamation est définie comme toute imputation de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne. Toute imputation de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne par voie de presse. Et on a listé de manière limitative les, les entités qui sont considérées comme étant la presse. Et il y a la radio, la télévision, la presse et la presse en ligne. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'on peut poursuivre un journaliste parce que tout simplement, il a eu à dire devant une antenne, devant une radio, ou bien à travers une radio ou bien une télévision, des informations qui sont censées porter atteinte à la considération d'une personne, cette personne-là peut être poursuivie. De la même manière, quelqu'un qui est en dehors de la presse, qui fait une conférence de presse, un point de presse, ou bien qui est invité sur un plateau pour qu'il fasse un certain nombre de déclarations, lorsqu'il fait un manquement à ces obligations-là, on peut le poursuivre de la même manière. A contrario, quand je dis par exemple, aujourd'hui, quand vous allez au niveau du tribunal militaire, il y a des infractions éminemment militaires. Et vous savez que cette personne-là, quand elle fait ces infractions-là, ce sont des infractions qui sont qualifiées d'infractions militaires. Donc, ça ne concerne que les militaires, ça ne concerne pas une autre catégorie de personnes. Je peux donner par exemple l'exemple de la désertion. Moi, on ne peut pas me poursuivre pour désertion. On ne peut pas me poursuivre pour désertion. Parce que c'est une infraction éminemment militaire.
on ne peut pas me poursuivre pour insubordination. Parce que devant mon directeur de publication, je ne suis pas d'accord avec lui, je lui dis que je ne suis pas d'accord avec toi. Allez dans l'armée et dites-le d'une certaine manière, vous êtes traîné devant le tribunal militaire. Ça, ce sont des infractions purement militaires. Mais pour ce qui concerne la diffamation, encore une fois, et la diffusion de fausses nouvelles, ce sont des infractions qu'on peut coller à un journaliste dans l'exercice de ses fonctions, qu'on peut coller également à d'autres personnes qui ne sont pas véritablement de la profession. À l'attention de la presse, je voulais faire une digression un tout petit peu pour dire, j'ai parlé tout à l'heure des éléments constitutifs de l'infraction. La différence entre la diffamation et la diffusion de fausses nouvelles, c'est que la fausseté, comme élément constitutif de l'infraction, c'est dans la diffusion de fausses nouvelles. Une information peut être vraie et diffamatoire. Une information peut être vraie et diffamatoire. Parce que ce n'est pas la fausseté de l'information qui est visée, mais c'est la manière dont l'information a été diffusée. L'intention de nuire. Je donne un exemple. On me poursuit devant le tribunal parce que j'ai frappé mon père. Bon, je ne vais pas frapper mon père quand même. On me poursuit parce que j'ai frappé mon père. L'infraction, c'est violence à ascendant. Vous venez, vous couvrez le procès, après vous écrivez « Daoud Mine, ce fils indigne, a frappé son père ». Je vous poursuis pour diffamation parce que vous m'avez traité de fils indigne et vous n'avez pas le droit de me traiter de fils indigne, même si j'ai frappé mon père. C'est la différence.